Bonjour petits héros lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Alors l'update lecture des lectures qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire qu'on va autant passer par de la fantasy, un peu adulte, une réinterprétation de contes, et puis enfin de la romance, du olé. Donc on va commencer tout de suite. Du 7 au 10 juillet, vous pouvez me retrouver donc aux portes du Congrès, au festival Terre d'Histoire, donc qui se situe en Bretagne. Je serai là les 4 jours de 16h à 22h pour la dédicace, et donc voilà, il y aura tous les livres des 3 normes qui seront disponibles à l'achat si vous le souhaitez. Du 22 au 24 juillet, je serai à Bouillon en Belgique, donc voilà, c'est un petit peu les dédicaces de juillet, et on commence tout de suite avec la fantaisie de bonhomme. Fantaisie de bonhomme, voilà, on commence, mots-clés, Yann Slemond, la voix de l'ascendance, la complainte de danseur. Qu'est-ce que c'est? C'est marqué dessus, la préquelle du livre des martyrs de Steven Erikson. Calmez-vous, calmez-vous, alors que vous soyez fan d'Erikson ou pas fan du tout d'Erikson, on est sur une préquelle écrite par un autre auteur, ce qui fait que l'univers est assez différent et les prétentions du livre sont assez différentes. Le livre des martyrs de Erikson, c'est une saga littéraire assez connue en imaginaire, notamment du côté anglophone, qui est publiée chez Léa en France et qui est reconnue pour son travail du world building et qui a la réputation parfois un petit peu, je trouve, exagéré d'être un livre très difficile d'appréhension. C'est pas forcément un livre très difficile d'appréhension, c'est plutôt un univers qui est extrêmement riche et extrêmement dense, ce qui fait que t'as beaucoup mangé quand tu le lis et que ça dégoûte un petit peu au bout d'un moment. Ce qui fait que moi, le livre des martyrs, j'ai une relation un petit peu particulière avec ce livre pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, le world building est très très bon, ça je dois le reconnaître, c'est vraiment un effort, il y en a pas deux comme Erikson qui arrive à faire ce world building là. Simplement, tout ce qui est narration et création de personnages, je suis beaucoup moins engagée dans le récit, notamment les 2 premiers tomes m'ont pas convaincu là-dessus. J'attends le 3e pour me faire une idée un petit peu complète, mais à part le world building qui est cool, je suis pas hyper engagée dans la série, et notamment j'avais un peu moyennement apprécié la préface du livre qui insinuait que si on n'aimait pas le livre, c'est qu'on ne l'avait pas compris. Donc on a le droit de pas apprécier un livre et de quand même l'avoir compris, ça n'a pas du tout de sens. C'est pas un univers que je suis fan de chez fan de chez fan. Je suis extrêmement admirative du travail sur le world building et ça s'en arrête là. Même si j'ai absolument envie de lire le tome 3 parce que je n'ai qu'une envie, c'est d'aimer Erikson. Voilà, j'ai une envie d'aimer Erikson qui n'est pourtant pas une envie, on va dire, qui pourrait être poussée par la communauté d'Erikson. Voilà, pour ceux qui situent très très mal, Erikson a une communauté un petit peu extrémiste, voilà, on va pas cacher les mots très insultantes, un peu misogynes, hein. Voilà, on a toute la représentation des amateurs de fantasy un peu voilà, extrémistes et tout ce qui en faut, ce qui fait que sur la chaîne en fait j'ai eu des petites vagues de ces gens tout à fait charmants, et c'est vrai que ça donne pas forcément envie quand tu vois le fandom. Mais ça, ce fandom il est applicable à Star Wars, à Lord of the Rings, à plein de fandoms, mais celui d'Erikson, c'est pas le plus cool de la Terre. Il y a bien sûr des gens qui sont hyper cool, hein. J'ai rencontré des gens même en festival qui adorent Erikson et ça s'est super bien passé, mais il y en a certains, c'est des personnes qui ont une autre opinion d'eux-mêmes et de leur capacité littéraire, mais on va ne pas parler d'eux. Aujourd'hui on va parler donc de Slemond. Alors Slemond, il faut replacer le fait qu'il a travaillé avec Erikson. Alors Erikson et Slemond, ils ont joué en fait à un jeu de rôle pendant des années qui a été la base en fait de la construction de l'Empire malazien, bon bref, du livre des martyrs et de toute cette saga. Donc Slemond, lui, il a un travail un petit peu particulier, donc c'est de faire une préquelle sur Danseur, qui est un personnage qu'on suit déjà, ou qu'on a quand même déjà des petites réflexions sur lui dans les 2 premiers tomes, il me semble, hein, parce que moi ça me disait, j'espère que je ne suis pas trompée de personnage. On va suivre ici une lecture un petit peu différente d'Erikson, ce qui fait que le livre, déjà je vais vous le dire tout simplement, si vous n'avez pas aimé Erikson, il y a de grandes chances que vous aimez celui-ci, mais si vous avez aimé Erikson, je vous garantis pas forcément que vous allez aimer celui-ci. Vous allez dire, la nana parle en énigme, tout commence bien. En fait, Slemond, il a eu pour but de faciliter la compréhension du monde malazien. Bon, là, c'est pas l'Empire malazien, mais du monde qui est autour d'Erikson, et notamment avant l'Empire malazien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une démarche beaucoup plus, j'allais dire, young adulte. Alors, c'est extrêmement bizarre quand on le lit, parce qu'il y a des choses qui sont assez violentes et tout, mais quand tu compares au produit Erikson que t'as l'habitude, c'est vrai qu'on a une lecture qui est beaucoup plus légère et agréable. Et sincèrement, c'est un plaisir à lire. Voilà, c'est un plaisir à lire pour ça, parce que on s'est pas prise de tête, on suit des personnages qui sont assez sympas. Alors de quoi ça parle? Ça parle donc du jeune Dorian, je crois qu'il s'appelle Dorian.
Donc voilà, on va l'appeler Dorian. Dorian, c'est une sorte de tracker, d'assassin qui part pour une mission au début du récit. Il est dans un endroit précis où il rencontre un personnage extrêmement particulier, sauf qu'il veut voler quelque chose, sauf qu'ils sont deux sur le coup, et c'est pas lui qui repart avec le lot à la fin. Et donc il va partir à la poursuite du mec qui a volé, voilà ce qu'il avait besoin de récupérer, et il va se rendre donc à la cité de Liheng, qui est une cité un petit peu particulière, c'est-à-dire que la profession par exemple d'assassin est interdite et c'est une cité qui est un peu au bord du conflit avec son voisin. Il y a une femme qui gère cette contrée depuis assez longtemps. C'est super cool ce point de vue là et voilà, on est au bord en fait de la guerre et de la crise diplomatique, donc on va suivre cet homme qui n'est pas le bienvenu dans ces terres. Voilà. Alors c'est un récit qui est un récit un peu à multi-points de vue comme Erikson a l'habitude de faire avec plusieurs personnages. Alors on va avoir Dorian, on va avoir par exemple une soldate de l'empire voisin qui est envoyée dans Liheng, il y a la sorte d'impératrice, il y a des mages qui sont présents, notamment un mage qui est, j'allais dire elfique, mais qui est décrit comme un séducteur dans le texte, et on a qui d'autre? Et on a une nana qui a un lien avec les oiseaux, et donc Dorian va en rencontrer certains, va créer des liens avec certains, et donc on a au départ cet objet de quête qui va vite être transformé en Dorian essaye de survivre dans la ville qui essaye de lui faire la peau. Voilà, pour tout vous dire. Donc on est dans un univers, comme je vous disais, beaucoup plus abordable que Erikson, notamment par sa trame narrative. Voilà, c'est une trame assez simple, par ses personnages qui sont des personnages en plus assez jeunes dans le récit, hein, parce que je pense que Dorian il a entre la vingtaine et la trentaine et il y a quand même beaucoup de personnages qui sont décrits comme jeunes. Voilà, chez Erikson on est quand même sur des personnages qui peuvent être un peu plus matures même s'il y a des jeunes dedans, donc le style s'adapte un peu plus. Alors c'est déjà un style littéraire qui est beaucoup plus facile, même si Erikson, je trouve pas que sa plume soit particulièrement marquante, mais là on est sur quelque chose de très facile à lire. La clarté pour le texte qui est voilà, ça permettra à des gens de découvrir, on va dire, Erikson sous un angle peut-être plus facile après, ça permettra de mettre le pied en fait dans l'univers et de découvrir des choses qui n'ont pas été encore écrites. Le truc qui peut être assez perturbant dans le texte, il y a eu des personnages que j'ai vraiment beaucoup aimés, notamment moi j'ai vraiment chez Erikson un intérêt pour tout ce qui touche à la mythologie et aux dieux, et dedans en fait on creuse ça, et vraiment c'est hyper intéressant. On a des objectifs qui sont mis, qui sont assez compréhensibles sur la géopolitique, mais tout le côté en fait un peu déifié des choses, ça c'est chouette et c'est un des points principaux que j'ai aimé. Il y a aussi la violence dans le texte qui peut être surprenante à des moments, qui est très bien dosée. Voilà, il y a du combat, c'est assez épique, même si ça prend un peu son temps, hein. Dorian il fait ses petites courses et tout, voilà, c'est un récit qui bouge assez. Ce qui est assez perturbant avec ce texte et qui peut être sa qualité et son défaut en même temps, c'est donc je vous disais la facilité pour rentrer dedans et surtout l'espèce d'accessibilité qui a voulu être donnée. L'accessibilité elle conduit à des concessions en termes d'écriture, mais surtout en termes de world building. C'est un world building qui est super facile à appréhender et qui, à mon grand étonnement, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus travaillé. Alors ça c'est là le point fâche, on va dire. Ce récit, il va plaire, je pense, à un lectorat qui aime bien la fantasy adulte. Habituellement, il n'y a pas de problème. Je suis pas sûre qu'il plaise à des amateurs d'Erikson. En fait, il faut que les amateurs d'Erikson tentent et voient si leur curseur est bien placé en fonction de ça, parce que le world building en fait il est beaucoup moins creusé. Il y a certaines choses très originales, mais il n'y a pas du tout la démarche ethnologue qu'a Erikson, et qui est moi une des choses que je préfère chez Erikson. En fait il me faudrait un mélange d'Erikson et d'Eslemont pour avoir le livre parfait selon moi, mais ça peut être assez perturbant pour ça. Et pareil, vu l'accessibilité du texte, est-ce que des gens se sentiront à l'aise à lire le déclic après? Je ne sais pas. Voilà, ça je suis pas du tout dans ce cas-là, donc c'est un peu à vous que je demande si vous les avez lus. Voilà, notamment Eslemont, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est là où je me suis dit, je suis sûrement pas la cible du texte, parce que sincèrement, je pense que c'est un texte qui est destiné à un lectorat qui lit un peu d'imaginaire ou qui se lance dans l'imaginaire. Je pense pas qu'il soit destiné à un lectorat qui soit grand amateur d'imaginaire. Voilà, je me sens plus proche des textes d'Erikson là-dedans que chez Eslemont. C'est un super moment de lecture, je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. J'ai beaucoup aimé en fait un peu toutes les informations qu'on nous donne par écho, et j'aime bien la narration. Et comme je vous dis, Erikson en fait,
j'ai eu du mal avec ces histoires, avec ce qu'il raconte, et là, j'ai apprécié. Le tome 2 sort à la fin de l'année 2022 ou en 2023. J'ai vraiment hâte de lire. C'est un livre où je vous recommande d'essayer en fait. Je peux pas être dans votre tête pour savoir si ça va vous correspondre ou pas. Voilà, mais je préviens juste que les fans d'Erikson peuvent être un peu désarçonnés par le ton du récit et le world building, mais je pense qu'ils seront satisfaits rien que d'apprendre des choses. Parce que quand on est vraiment fan, on aime apprendre des choses, il y a pas mal de nouveautés, ce genre de choses. Je pense que c'est sincèrement à tester pour des gens qui n'ont pas accroché à Erikson et qui s'y trouveront peut-être plus dans ce texte-là, sachant que l'histoire est assez sympa à suivre, un peu dans les clichés de fantasy habituels, mais l'univers est assez original. Là, il y a un petit peu de violence, il y a un petit peu de pseudo-romance, même je dirais, il y a tout pour faire un roman de fantasy qui tient la route. Donc voilà, à découvrir pour ceux qui le souhaitent, mais ça a été une bonne lecture et j'étais assez effrayée en le commençant parce que je me suis dit, si j'ai vraiment un blocage sur le monde d'Erikson, ça va me déranger, mais en fait je me rends compte que c'est pas sur l'Empire malazien que j'ai un blocage. C'est plus sur la narration et la manière dont sont construits les personnages d'Erikson, mais ça je n'attends que voir si ça va me plaire dans les prochains tomes. Je suis harcelée pour lire le livre des martyrs, j'ai même des messages de gens que je sais plus quand, il y a 3-4 semaines, que j'ai supprimé parce qu'il y avait une insulte en plus dedans, mais qui disait un truc du genre oui, elle se permet de parler d'imaginaire alors qu'elle a jamais lu le livre des martyrs. Bah si en fait, mais il faut juste que tu cherches sur internet, voilà. Mais voilà, c'est une communauté qui est un peu particulière, donc c'est pour ça que je ne sais pas si le livre va plaire ou pas. Là on passe sur un tout autre univers, on va commencer, je vais vous finir par le hollet, enfin là, pour les jeunes oreilles sensibles. Je vais vous parler de la réécriture de contes que j'ai lu. Alors je l'ai pris, Pocket me l'a proposé, comme Léa m'a proposé pour le coup, et Cinnamon. J'ai pris une réécriture de Belle de Robin McKee, qui est donc une réécriture du conte de Belle et la Bête. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Est-ce que j'ai besoin de raconter l'histoire éternelle de deux inconnus? Je dois déjà vous dire un truc avant de commencer. Alors La Belle et la Bête, c'est pas... Alors j'ai lu le texte original et tout ça. C'est pas mon Disney préféré parce que j'ai pas grandi avec les modèles de princesses Disney. Moi j'aimais Mulan et j'aimais Tarzan et le Roi Lion. Bref, les petites sirènes qui chantaient, les belles et tout, ça ne m'intéressait pas. J'ai plus apprécié le personnage de Belle à l'adolescence et plus tardivement parce que j'aime bien le fait que ce soit une lectrice et une femme qui a soif de savoir. Mais La Belle et la Bête, c'est pas ouf mon truc, mais il y a un truc que j'aime dans La Belle et la Bête. C'est le personnage de Gaston, parce que Gaston me fait énormément rire, la chanson me fait rire, bref, ça m'a toujours fait rire Gaston, et je trouvais ça intéressant parce que c'est un Disney où en fait, c'est hyper glauque ce qui se passe, et ça dénonce un petit peu tout ce virilisme à outrance, voilà, donc le Gaston, il est problématique le monsieur, mais Gaston me fait rire, et donc... il n'y a pas Gaston dans le texte, alors déjà je vous le dis, ma première déception a été que nous n'avons pas eu notre Gaston national. Je m'attendais à une réécriture où nous retrouverions Gaston, mais ce n'est pas le cas. Sur l'histoire de Belle, Belle s'appelle en fait Honneur. Elle a décidé à 7 ans de s'appeler Belle, voilà, sauf que quand elle grandit, elle n'est pas aussi belle que ses sœurs, donc elle le vit un petit peu mal. C'est une enfant qui a donc 2 sœurs aînées et un père. Tous les 4 en fait ont toujours une vie assez somptueuse parce que son père fait du commerce marchand jusqu'au jour où il y a navire qui coule et ils sont envoyés à la campagne lors d'une de ces balades. J'ai pas besoin de vous raconter La Belle et la Bête. Son père rentre dans un château maudit et doit passer un pacte avec la bête. Là, le parti pris est que il doit envoyer sa fille au château. C'est pas Belle qui vient le secourir. Ici, en fait, la nuance fait qu'il y a une espèce de volonté de ne pas avoir le syndrome de Stockholm dans le texte qui est romantisé, dans le sens que Belle, donc, elle va décider de rejoindre la bête de sa pleine conscience pour sauver la vie de son père, mais elle le décide en tout état de cause, en étant prévenue qu'il y a une bête, voilà. C'est un peu plus nuancé la façon dont c'est fait, et tous les soirs, la bête lui demande si elle veut bien l'épouser, même le premier soir, ce qui est un peu osé, le garçon, voilà. Niveau réécriture stricto sensu, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont réécrites, et je pense que les seuls points où je vais pouvoir un petit peu parler dessus, c'est les seuls moments où c'était écrit. Alors moi j'ai beaucoup aimé le peu de réécriture qu'il y a eu, mais c'est aussi un défaut parce qu'on n'a pas eu du tout assez à mon goût, et il y a un problème d'équilibre dans le texte. Je vous explique. Posez-vous, prenez un café, on y va. J'ai bien aimé tout le passé de Belle avec ce trafic de navires marchands, son rapport avec ses sœurs, il y a aussi des micro-histoires avec ses sœurs.
Donc voilà, ça c'était intéressant, la réinterprétation un petit peu du château avec ses saisons, le fait que les fleurs se transforment en or, voilà, celle qu'il a cueillie, voilà. Bref, c'est pas mal de choses qui ressortent là-dessus. Le fait aussi que la bibliothèque qui est présente dans le texte a des particularités hyper intéressantes, voilà, et en plus Belle réagit de façon assez crédible à tout ça. Donc le peu de réinterprétation qu'il y a eu est assez sympa. Le fait aussi que la bête est beaucoup plus conciliante et beaucoup plus raisonnable que dans le texte, parce qu'en fait elle se comporte plutôt comme un gentilhomme. Jamais elle va avoir un comportement de violence avec Belle dans mes souvenirs. Il va même décider de lui donner un congé sabbatique chez ses parents, chez son père, voilà, pour qu'il la revoie. Donc on est sur une bête un peu chill, voilà. Donc ça c'était assez sympa. Le problème c'est qu'il y en avait absolument pas assez, parce que j'ai vraiment eu l'impression de savoir ce qui allait se passer à chaque page. C'est une réinterprétation qui est extrêmement proche du texte, et c'est une réinterprétation qui, on va dire, est déséquilibrée. C'est pour ça qu'en fait le texte s'appelle Belle, mais les passages avec la bête, et notamment tout ce qui est dit à la fin, le côté fantastique avec cette bête et tout, ça représente, on va dire, un tiers du roman. Voilà, de l'enlèvement en fait, du départ de Belle jusqu'à la fin du récit, c'est un tiers du roman. Et avant, c'est toute l'explication, la construction du personnage, tout ça. Je m'attendais aussi à ce qu'il y ait beaucoup plus de travail sur le fait que Belle est une érudite. Voilà, j'aurais aimé plus ça, et tout son rapport en fait à elle, à sa beauté au début qui était lancée. Il y a beaucoup de choses qui sont pas travaillées. Mais voilà, c'est l'histoire de Belle. Et la bête, elle est là, mais en toile de fond, en disant coucou, voulez-vous bien m'épouser? Et ce qui fait que dès que t'es dedans, tu te dis bon, l'histoire elle va un petit peu commencer, parce que mine de rien, après, c'est beaucoup de Belle qui raconte sa vie. Et en fait, tu sais jamais quand l'histoire commence, parce que dès que l'histoire a un petit peu commencé, c'est là déjà la fin du livre. Parce que vous voyez bien, il fait 230 pages. Hein. C'est assez court. Et donc, tous les enjeux, un petit peu avec la bête, qui mettait du mystère et ce genre de choses, ou du genre, oh, mon Dieu, Gaston arrive et tout, ça y est pas. Donc, en fait, t'es en mode, ok, la romance se déroule comme sur des roulettes. Il y a aucun enjeu. Et donc, j'étais en mode, d'accord, l'intérêt du texte en fait c'est juste de faire un background à Belle qui n'est pas hyper bien travaillé, d'avoir une bête qui est un peu plus 2022, voilà, et c'est tout. Et j'étais en mode ok, voilà, c'est fini. Que vais-je vous ajouter de plus? Je sais que La Belle et la Bête, il y a des gens qui sont hyper fans, hein, notamment du Disney ou des écritures ou des réécritures de contes, mais c'est vrai que ce que je vais dire, je pèse mes mots. Alors attention, ça me fait mal de le dire, ça me fait déjà mal de le dire. Court of Thorns and Roses, à la base, c'est quand même une réinterprétation de La Belle et la Bête. J'ai trouvé la réinterprétation meilleure que Belle. Et ça m'arrache le cœur de vous le dire, parce que vous connaissez mon amour pour Court of Thorns and Roses. Donc, je vous le dis, en fait, c'est un livre qui est sympa, mais qui n'apporte pas grand-chose, voilà. Ça va que ça fait 230 pages, mais en fait, j'avais des attentes de réécriture, de sujets qu'elle est abordée, et tout est abordé en une phrase, voilà. Donc, à part quelques petits éléments originaux, une Belle en plus qui est pas forcément hyper attachante en soi, parce que c'est l'héroïne parfaite, machin. Je trouve qu'elle est pas... Il a nuance parce qu'elle est belle, mais bon, le beau gosse de l'histoire va quand même lui dire non mais vous êtes sacrément belle. Et tu fais ah d'accord, bonjour, merci. Non, parce que j'ai un livre que j'ai lu juste avant, il y a eu le même problème. Qu'est-ce qu'ont les auteurs à écrire des personnages qui ont à peine 18 ans et qui ont des relations avec des hommes qui ont la cinquantaine passée? Alors je veux bien que là ça soit médiéval et tout, mais ces livres-là sont écrits dans les années 2000, je pense, pour le coup. Je reviens sur ce dire, le livre est plus vieux que moi, donc il est sorti en 93. Mais j'ai eu un petit peu de mal avec ça, et simplement parce qu'en fait ça a été un trope que j'ai revu dans les livres, et ça me met un petit peu mal à l'aise. Voilà, parce que ça entretient le cliché de la jeune fille innocente et pure et qui a besoin d'un homme beaucoup plus âgé et mature pour la cadrer. Voilà, donc ça c'est un truc que j'ai un peu du mal. Donc voilà, j'étais en train de me dire attends, parce que là la bête ils disent qu'il a des cheveux gris et tout, et la nana vient d'avoir 18 ans, j'étais en mode warning, warning, ça me met mal à l'aise, ça me cringe. Donc voilà, simplement pour vous le dire, ça m'a un peu gênée. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses, mais sur la lecture je me suis dit bon, c'est quand même un truc qui est lu, voilà, une romance. Je pensais que ça allait un peu plus casser les clichés, mais bon, comme c'est sorti en 93, on va pas non plus pinailler sur le fait que voilà, c'est pas saut 2022.
Je change ma chronique maintenant, donc en fait, mine de rien, le fait que la bête soit un petit peu plus en consentement et tout, bah c'est assez novateur pour l'époque, hein, parce que bah les années 90, c'était pas non plus une ouverture d'esprit là-dessus. On est quand même conscientisé par ça depuis très récemment, je trouve, dans la société. On referme la page de l'histoire éternelle pour vous parler d'une autre histoire. Alors là, je l'ai acheté, alors c'est une série que j'achète parce qu'en fait ma grand-mère les lit aussi, donc pour le coup on les lit toutes les deux, et on en parle un petit peu. Là, je vous présente donc les chroniques de Bridgerton, des années plus tard, et les chroniques de Lady Whistledown. Alors Lady Whistledown, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la nana qui écrit les journaux à Cancan dans l'univers de Bridgerton. Bridgerton. Ils sont 6 ou 7 gamins, on suit chaque gamin dans ses grandes aventures de qui je vais épouser cette année. Voilà, pas besoin d'aller plus loin, c'est de la romance historique qui est beaucoup plus penchée sur la romance que par l'historique, et donc là on suit des années plus tard, donc ce sont un regroupement de petites nouvelles qui poursuivent un petit peu les personnages, voilà, sans grand intérêt selon moi, et on a deux nouvelles un peu plus longues des chroniques de Lady Whistledown. Totalement un livre qui est fait pour le fan service, il va pas chercher midi à 14h. La première partie, ce sont que des courtes histoires. Par exemple, la première, simplement, Daphné va avoir un enfant 16 ans après son dernier gosse, donc voilà, c'est comment l'annoncer à Simon. C'est pas bien palpitant, voilà. On va voir. En fait, c'est du fan service au point que, par exemple, y a Héloïse dans les livres qui épouse un homme qui a déjà eu des enfants. Sa femme, en fait, n'est plus là. Et on va suivre donc cette fille dans les jumeaux. On va suivre la petite jumelle et comment elle tombe amoureuse et elle se marie et tout. Donc voilà, c'est vraiment du fan service. Alors moi, je suis pas une dingue de Bridgerton en soi, notamment des livres. Je trouve que la série est beaucoup plus aboutie. Et donc j'étais en mode, ok, bah chouette pour ceux qui aiment, mais moi c'est pas forcément un bon moment de lecture, je me suis assez ennuyée, alors que je vous avais présenté les chroniques de Rokasby que j'avais trouvé un petit peu plus intéressantes pour le coup. Je pousse un peu vers le haut mes chroniques pour Bridgerton parce que je veux pas être méprisante avec les gens qui lisent ce genre de texte. Je sais que c'est pas fait pour moi, simplement ça me vide la tête et ça me permet de vous présenter d'autres choses sur la chaîne. Et ensuite donc on a les petites chroniques de Lady Whistledown avec deux nouvelles, alors là que j'ai trouvé avec un petit peu plus d'intérêt. Alors sincèrement, c'est toujours aussi cucu et parfois mal écrit et surtout parfois énormément sexiste. Mais il en reste que je trouvais que les deux nouvelles étaient intéressantes, notamment la première, Prendre parti pris, qui a une jeune fille qui a été courtisée et qui, par un homme d'une classe beaucoup plus supérieure que la sienne, on a commencé à faire des projets voilà, de mariage et tout, et elle apprend lors d'une soirée en fait qu'il va épouser une autre nana. Donc elle a été humiliée devant toute l'assemblée et puis surtout devant toutes les jeunes filles de son âge, et un jour le frère de ce mec, donc le frère aîné, le comte, voilà, de je sais plus quoi, va essayer de la consoler et il va pas faire que ça les gars. Il va pas faire que ça, voilà. Et la deuxième concerne une jeune femme, donc elle qui est plutôt d'engeance noble, qui a perdu son frère pendant les guerres napoléoniennes et qui va rencontrer le meilleur ami de son frère au front, et donc voilà, va s'en découler ça. Je peux vous dire, c'est pas ouf, mais si vous avez envie d'une lecture qui prend pas la tête, allez-y. Après, vous allez être prévenu que c'est quand même extrêmement sexiste à mon sens. Voilà, on est vraiment dans les clichés, mais en même temps, c'est une romance historique. Donc à l'époque, c'était sexiste. La société était encore plus sexiste que la nôtre. Elles sont quand même bien meilleures que les dernières intégrales de Bridgerton à mon sens. Elles sont un petit peu novatrices dans ce qu'elles disent. On n'est pas avec les Bridgerton, donc ça permet de développer d'autres choses. Mais sincèrement, je pense que là, j'ai pas eu trop d'intérêt à vous dire sur ce sujet. Si vous êtes fan, allez-y. Si vous ne l'êtes pas, franchement, je vous conseille plus de lire le préquel où vous aurez des histoires avec d'autres personnages et tout. Là, c'est quasiment que du fanservice et c'est un peu chiant, et je suis même étonnée qu'on publie des trucs fanservice autant en fait. C'est typiquement un truc c'est le beurre dans les épinards, ça. C'est vraiment l'exemple de j'ai énormément de succès avec ma série qui a été faite sur Netflix. Je vais écrire un livre qui n'a aucun intérêt mais qui va être acheté parce que ma cible va l'acheter et pas ouf en termes de qualité. Alors déjà que Julia Quinn, je vous ai fait une vidéo sur Bridgerton, n'est pas à mon sens une grande autrice, là on est plutôt sur le bas que sur le haut.
Et en plus, sincèrement, je m'attendais, alors c'est peut-être moi qui ai eu le piège là-dessus, je m'attendais à suivre en fait les enfants de Daphné et tout, du moins d'avoir une conclusion, comme un grand roman en fait, sur, j'avais l'impression de ça, d'un grand roman sur ce qui allait se passer après, un petit peu conclusif et peut-être moins romantique, avoir un truc un peu, voilà, conclusif sur la série, c'est pas du tout le cas, hein, c'est des petites historiettes comme ça, et ça n'a pas de grands intérêts. Là, sincèrement, c'est vraiment le genre de livre, il y a même pas à chroniquer dessus, c'est que c'est vide d'intérêt, vide de sens, voilà, il y a... Et puis personnellement c'est un peu difficile pour moi de faire une chronique sur Bridgerton parce que pour essayer d'avoir un truc poussé là-dessus, un cliché sur pattes de la romance, voilà. Et puis c'est pas une romance qui est extrêmement de qualité en termes de romance. Je pense qu'il y a des romances qui sont bien meilleures et notamment en historique, je pense qu'il y a des choses qui sont bien plus réussies. Donc voilà, n'hésitez pas à ne pas l'acheter si ça vous tente pas parce que là... Déjà que je vous conseille pas la lecture forcément de Bridgerton, c'était plutôt par curiosité et parce que j'avais envie en fait de lire toute la saga, parce que je me suis lancée quand t'as lu 5 intégrales et que ça se lit aussi vite, bah tu continues de lire la suite. Et puis sincèrement, si j'avais pas des proches qui le lisaient, je n'aurais pas continué la suite de Bridgerton, hein. Je le fais simplement parce que ça fait plaisir à des proches. Mais voilà, donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, je suis vraiment très impatiente d'avoir vos avis. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.